Aujourd'hui, je vais vous parler de deux thèmes qui sont importants puis qui prennent pas mal de place dans ma vie, qui sont l'agilité et la course en montagne, et la course assez longue en montagne, avec une discipline qu'on appelle l'ultra trail. Et juste avant de démarrer, un petit aparté. J'imagine que là, c'est la fin de la journée, vous arrivez après pas mal d'écoute, puis on va parler pas mal d'endurance dans les 40 minutes qui arrivent. Donc je vous remercie pour votre endurance, puis je suis de tout cœur avec vous, je sais ce que ça peut un peu vouloir dire que d'avoir des efforts prolongés. Donc courage, c'est bientôt la fin. Juste avant de démarrer, puis pour cerner un petit peu qui êtes-vous, je serais assez désireux de vous demander de vous lever. Promis, on va rester à votre place, mais juste si vous m'accordez quelques secondes debout. Bonjour, bienvenue. Et je vais juste demander c'est juste pour savoir où en êtes-vous par rapport au sport, savoir si vous êtes là parce que vous allez challenger, vous êtes des accros de la course à pied ou plutôt curieux. L'exercice que je vais vous demander, c'est, je vais demander aux personnes qui n'ont jamais couru plus de 5 km de s'asseoir. Alors, il n'y a pas de jugement du tout, on n'est pas là pour se flageller, etc. Juste, je suis curieux, les personnes qui n'ont jamais couru plus de 5 km de s'asseoir. Merci pour l'honnêteté. Ok, plus de 10 km. Ok. Plus de 20 km. Ah, ok. Plus de 40. Ok, on a quelques marathoniens, voire plus. Plus de 100. Ok. Ah, félicitations. Tu es le dernier. Plus de 160. Ah, je t'ai eu. Ok. Cool. Merci. Bon, bah, au moins, vous allez essayer d'apprendre quelque chose. Ah, excuse-moi, pardon. La distance la plus longue que tu as courue ? 168. Cool, félicitations, merci. Ok, merci à vous. J'ai la croyance que ça va peut-être vous être utile si vous avez pour intention d'essayer d'allonger cette distance. La manière dont je vous propose d'organiser le temps qu'on va passer ensemble, c'est juste très rapidement de pourquoi je suis là aujourd'hui, puis pourquoi j'avais envie de vous partager ce retour d'expérience. Et autour de la course en montagne, qu'est-ce que ça a voulu dire pour moi que d'essayer de la structurer autour d'un des cadres agiles les plus connus, en l'occurrence Scrum. Qu'est-ce que ça veut dire préparer une course en montagne, longue, très longue, en suivant ce framework-là? Qu'est-ce que ça veut dire en course que d'essayer de continuer de l'adapter? On verra pour ce que ça peut donner. Et si vous avez un peu de temps, si vous avez quelques questions à la fin, je serais ravi d'y répondre. On est parti. J'ai 32 ans et aussi loin que je m'en rappelle, il y a toujours eu une partie de sport en fait dans ma vie. Je viens, vous savez, de ces familles où tous les week-ends là ils sont rythmés par ma sœur faisait du basket, je faisais du hand, mes parents, mon père me coachait, etc. Donc pour moi ça a commencé très tôt et les premières touches avec le sport ça a été le hand. J'en ai fait pendant 20 ans, c'était mon père qui me coachait dans un petit village, là, c'était assez chouette. Et pour moi, ce que ça a amené, le sport, effectivement, je trouvais un intérêt dans le jeu, en lui-même, le hand me passionnait. Et surtout, j'ai eu la chance de jouer avec le même groupe d'amis de 5 ans à 20 ans, avec les liens que ça peut créer. Et ça a été, l'apprentissage pour moi, ça a été de me rendre compte que c'est ça que je venais chercher, en fait. C'est ça qui était important pour moi. Et pourtant, à l'âge de 20 ans, j'ai quitté ma Bresse natale et puis je suis allé à Paris pour finir les études et travailler. Et là, j'ai essayé de retrouver un club de hand, en fait. Et j'en ai trouvé un, et ça jouait bien, il y avait un bon niveau. Mais il n'y avait pas ce petit truc qui, à moi, me parlait, à savoir qu'une fois que le match était fini, chacun rentrait chez lui et puis on se revoyait la semaine prochaine. Il y avait quelque chose qui me manquait. Ce qui fait qu'assez vite, je me suis lassé de ça. J'y trouvais plus ce que je venais chercher. Et pour autant, ne plus avoir de sport, alors qu'on en fait depuis tout petit, là, c'était juste impensable pour moi. Donc la question qui se posait était maintenant, ok, quelle est la prochaine direction? Quel est le prochain sport pour lequel je pourrais passer du temps? Et puis là, à Paris, comme tout le monde, j'ai découvert les joies de la course à pied. Vous savez, ces moments seuls face à soi-même, à courir à 350 dans le parc Monceau, tous dans le même sens, là. Voilà, c'est les moments qu'on aime. Donc ça ressemble à ça, la course à pied à Paris.
Ok, ça avait comme avantage ça nécessite une paire de chaussures, pas d'entraînement, pas de coach pour nous dire c'est là à telle heure, etc. Pas d'équipier qui compte sur nous. C'est un côté très libre qui moi me plaisait beaucoup. Donc je m'y suis mis quand même. Je me suis investi, j'ai couru dans ces parcs-là, comme tout le monde là, dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai fait ce genre de séance. Et puis la suite logique de cet entraînement sur route. C'est encore une fois ces épreuves, vous savez, seul face à soi-même, là, à 40 000 au départ sur les champs là, pour un marathon de Paris. Et je suis juste là, voilà. Et je fais ce marathon. Je me rappelle même plus du temps que j'ai fait. C'est vraiment anecdotique. Et j'ai passé cette ligne et je me suis dit, plus jamais. Voilà, c'est la fin. Tu l'as fait une fois et tu ne le referas plus. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui s'investissent pleinement sur marathon, mais moi, ça ne m'amenait pas ce que je venais chercher. M'entraîner beaucoup pour juste descendre un chrono. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont ça, parce que moi, ça ne m'amène pas suffisamment de motivation. Donc, me revoilà encore à me questionner sur c'est quoi la prochaine étape. Qu'est-ce qui pourrait alimenter ce besoin de sport. Et la vie fait souvent les choses. Quasiment à la même période, j'ai un ami qui courait aussi beaucoup, qui m'appelle et qui me dit « Tom, j'ai vu un super reportage à la télé hier soir. Il faut absolument que tu regardes, je pense que ça pourrait te plaire. » Ok, cool. Ce qu'il m'a proposé de voir, je vous propose de le voir, de vous le partager très rapidement, ça dure 1 minute, et puis cette vidéo allait impacter très fortement comment j'allais occuper mon temps pendant les 2 prochaines années. Voilà. Sur le papier, moi j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air trop chouette. Ça comblait vraiment beaucoup de choses qui me faisaient envie, à savoir beaucoup de nature, beaucoup de solitude, être seul dans l'effort, là, puis face à soi-même. Ça comblait beaucoup de besoins. Par contre, ce qu'on voit pas là dans ce court extrait, c'est que la proposition de mon ami, là, c'était de s'engager dans une course. Pour ceux qui connaissent, peut-être vous êtes dans la région, là, à Grenoble, ça doit parler, qui s'appelle le Tour des Géants. Et le Tour des Géants, ça ressemble à ça. Ça ressemble à 330 km, 24 000 mètres de dénivelé positif, le tout en moins de 50 heures. Je rappelle mon pote, et je lui dis, ça a l'air cool, mais je pense que dans l'énoncé, dans le reportage, il y avait une petite erreur. Sur la distance, je pense qu'ils ont dû se tromper. À l'époque, là, on est 2 ans avant la course, on est en 2015, 330 km, déjà en voiture, quand je me préparais pour 300 bornes, c'était long. Alors à pied, voilà. Pour autant, c'était le projet. Et donc ce projet, il se décline là-dedans. On a 6 jours et demi en l'occurrence, pour venir à bout de cette distance-là, sans arrêt. C'est pas par étapes, c'est tout d'un coup. Et c'est ça le projet dans lequel on s'est lancé. Et là, je me suis dit, c'est marrant, il y a ma femme qui est dans la salle, là, et ça a été un vrai projet de couple, parce que vous doutez bien que préparer ce genre de course-là, ça a été assez impactant en termes de temps. Mais au final, en discutant avec elle, on s'est mis d'accord que je tentais, j'essayais de préparer ça. Donc, on est 2 ans avant la course, et la question est maintenant, comment on fait pour se préparer à ça, en fait? La distance la plus longue que j'avais courue à l'époque, ça devait être 40, puis après j'avais dû refaire un trail qui devait faire 60, là, ça me paraissait déjà solide. Donc la question qui se posait maintenant, c'était comment on préparait ça. Et je veux dire que j'avais aucune connaissance du long à l'époque, de la longue distance, et j'étais assez naïf. Je me disais, ok, pour préparer un trail de 60 km, je cours environ 3 fois par semaine, je fais 50 bornes par semaine.
c'est 6 fois plus long. Je ne vais pas multiplier par 6, mais je vais en faire 3 fois plus. Et c'est ce qu'on va. Et je pense que ça peut avancer. Et c'est là qu'on en arrive à la préparation. Donc j'ai essayé ce système-là, très intelligent, de courir 6 fois plus. Voilà ce que ça donne. Ça ne marche pas du tout, en fait, bizarrement. Donc, après un mois à l'avoir tenté, puis en étant proche de la blessure et puis en étant exténué, j'ai juste pris un peu de recul et je me suis dit, OK, quelle serait une approche un peu plus intelligente pour appréhender ce genre de distance-là. Donc j'ai fait mon bon consultant et je me suis dit, OK, prends un peu de recul et puis vois les choses qui vont t'attendre. Et là, j'ai listé les points que je pensais devoir prendre en compte pour m'organiser durant ces 18 mois, en fait. Il y avait des choses dont j'étais certain, c'est que pour moi, c'était complexe. Objectivement, courir 6 jours et demi en montagne en autosuffisance, dans mon référentiel, pour certaines personnes sur la planète, ça l'est pas. Pour moi, c'est complexe. Il y avait beaucoup d'inconnus. Objectivement, sur ce genre de discipline, et c'est ça qui est plaisant avec le recul, mais ça implique tellement de paramètres différents. La gestion du sommeil, la gestion du matériel, la gestion de sa vitesse, la capacité, enfin, à quel point mon corps est musclé pour tolérer les chocs pendant longtemps, etc. Enfin bref, ça prend beaucoup de choses qui, à chaque fois, nécessitent une expertise particulière que je n'avais pas. Clairement, c'est long. Je suis parti pour quasiment 2 ans de préparation. Ça représente quand même un petit bout de temps. Il y a des nombreux paramètres qui vont rentrer en compte dans ma préparation. Je suis évidemment pas professionnel, donc accessoirement j'ai un travail, donc la quantité de temps que je peux y allouer, elle est limitée et variable. J'ai une famille, j'ai des contraintes, enfin bref. Donc il y avait beaucoup de paramètres qui pouvaient influer sur comment je pouvais m'organiser. Ce dont j'étais sûr par contre, c'est que si je partais bille en tête, avec un plan qui paraissait excellent du moins au départ, et que je l'adaptais pas régulièrement, j'avais une conviction, c'est que j'allais vraiment taper un mur fort. Donc j'étais convaincu de nécessité de m'adapter. Et mes disponibilités allaient être fluctuantes au cours des 2 ans. Bref, une fois que j'ai fait ça, il y avait une évidence qui était apparue pour moi, c'était celle de devoir structurer mon entraînement. Je ne pouvais pas juste y aller en me disant cours, longtemps si possible, et on voit dans 2 ans ce que ça donne. Et puis, en prenant un peu de recul, je me suis juste dit, accessoirement, j'ai un métier, je suis coach agile, comme probablement la plupart d'entre vous. Et en fait, en listant ces points-là, je me suis dit, objectivement, c'est quand même souvent un pitch que je fais à mes clients sur ce que l'agilité se propose d'adresser, en fait. Et là, évidemment, je me suis juste dit, mais est-ce qu'il y aurait un moyen, ou du moins, est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de est-ce que agilité et ultra trail, ou du moins course longue distance, ça marchait? Donc je suis allé voir sur Internet, et évidemment personne ne s'était jamais posé cette question, ce qui était à la fois déroutant et en même temps intéressant. Je me disais, je crois qu'il y a beaucoup à découvrir, et puis ça peut qu'augmenter l'intérêt en fait que pourrait avoir cette course pour moi, indépendamment de l'aspect sportif. J'étais juste curieux de ce que ça pourrait vouloir dire. Donc me voilà parti, avec l'intention d'essayer de scrummer ma préparation pour cette course-là. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas familiers avec Scrum dans la salle? Chouette, c'est juste pour savoir si je peux gagner du temps. Donc, en bon Scrum Master, je me dis, la première étape, celle qui semble la plus pertinente, c'est à quoi ça ressemblerait un product backlog d'une préparation d'une course de 300 km. Donc je me mets sur mon Excel et je commence à essayer de réfléchir. Et objectivement, la course en montagne, une fois que j'ai mis savoir monter, savoir descendre et recommencer beaucoup, je peinais à voir ce qu'il y avait d'autre en fait comme élément dans mon backlog. Donc assez vite, en fait, dans ma préparation est survenu le besoin de à quoi ça pourrait ressembler un product owner qui incarne la vision de comment on va s'organiser pendant 2 ans ou quelles sont les choses importantes à faire dans le cadre de la préparation d'une course de montagne. Donc assez vite, j'ai ressenti le besoin d'être accompagné. Et puis un PO en course à pied, pour moi, c'était en fait un coach, quelqu'un qui avait de l'expertise dans la course du long. Ce qui fait que là, ça m'a amené à avoir une double demande quant au profil que je recherchais. Je recherchais quelqu'un qui avait l'expertise pour m'accompagner dans cette préparation-là et quelqu'un qui était capable ou qui était d'accord pour en plus expérimenter un cadre d'entraînement que je lui imposais, en l'occurrence Scrum. Donc les 6 premiers m'ont dit non, évidemment. Et il y en a quand même un qui m'a dit « Ok, je suis partant. L'idée me plaît et on est parti ensemble là-dedans. » Donc, il m'a rédigé en fait un product backlog.
rien de révolutionnaire, mais j'ai voulu pousser aussi, enfin j'ai questionné jusqu'où on pouvait aller dans le mimétisme et à quel point ça pouvait être pertinent dans le domaine du sport. Donc mon product backlog, il avait des items, il avait des critères d'acceptance, il avait des évaluations, et de même que dans tout mon projet Scrum, on l'a découpé en sprints. Okay. Donc en fait, on fonctionnait en sprint de 4 semaines, avec un sprint goal. Chacune des itérations devait amener une fonctionnalité supplémentaire à l'incrément, en l'occurrence moi, dans le but d'être prêt à horizon 2 ans, avec une date de mise en prod qui était non négociable, puisqu'il y avait un départ, en fait, tout simplement. Et donc, le but là, ça a été de sectionner autant que possible la préparation. Je vais faire un lien évidemment assez évident avec les projets qui sont en général menés avec Scrum, le but étant de réduire une partie de la complexité par des itérations fréquentes avec des livraisons régulières. Et c'était le but là. C'était plutôt que de savoir qu'est-ce que ça veut dire être prêt dans 2 ans, c'est quelle est l'étape, quelle est la chose que je dois maîtriser à horizon 1 mois. Et le but là, ce que je voulais absolument valider, c'était qu'en tout temps, on faisait la chose qui paraissait la plus prioritaire à ce moment-ci de ma préparation. Un exemple pour vous illustrer à quel point ça a été précieux pour moi, c'est que, je ne sais plus si elle est là, un des points centraux dans la course longue distance, c'est la capacité à bien s'alimenter. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour se douter que au bout d'un moment, sur 6 jours, là, si au bout de 2 jours, on commence à ne plus manger, l'espérance de vie dans la course, elle est assez limitée. Donc vraiment, l'alimentation, c'est quelque chose de critique. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça dans ma préparation, à savoir que à partir de 5 heures d'effort, je vomissais. C'était hyper agréable, hein, vraiment. C'est vraiment les moments chouettes de ma préparation. Et ça a pris beaucoup de temps, en fait, de trouver une solution. Et si j'avais été tout seul, je pense que là, naturellement, n'étant pas maso, j'aurais eu envie de passer à autre chose, okay, de mettre l'effort sur autre chose. Pour autant, là, c'était hyper précieux pour moi d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui me disait « On peut, si tu veux, travailler ta capacité à monter plus vite. Mais t'as beau monter aussi vite que tu peux, si au bout d'1 jour, tu ne peux plus manger, c'est l'abandon garanti. » Ce qui fait que pendant 3 sprints, donc pendant 3 mois, mon objectif de sprint, ça a été adopter une alimentation qui me permette de courir longtemps. Donc ça veut dire que pendant 3 sprints, chaque session longue avait pour objectif de courir suffisamment longtemps pour arriver à un niveau de fatigue suffisant dans le but de tester l'alimentation à ce moment-ci. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai vomi à quasiment chacune de mes séances dans le but de trouver l'alimentation qui me convenait. Et au bout d'un moment, la soupe m'a sauvé. En fait, pour la petite histoire, ce qui m'a sauvé, c'est que je tolérais beaucoup plus le chaud, en fait. Et donc je me suis mis à manger de la soupe à ce moment-ci, et ça a beaucoup apaisé mon ventre, et c'était la bonne solution. À partir de ce moment-là, on a pu considérer cet item-là comme terminé, puisqu'on avait quelque chose qui me convenait, et la priorité a pu passer sur un autre élément. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'est qu'en tout temps, on se posait la question de qu'est-ce qui a le plus de valeur à ce moment-ci. On a mis en place aussi, qu'est-ce que ça veut dire un élément comme terminé. Donc j'ai travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire une définition de terminé pour ça. Donc on s'est mis d'accord sur des critères qui permettaient de vérifier que c'était terminé, c'était que ça devait avoir lieu avec le matériel que j'allais utiliser le jour de la course, ça devait avoir lieu sur les efforts devaient avoir lieu sur des terrains qui étaient similaires à ce que j'allais retrouver le jour de la course, etc., etc. Le but étant de, encore une fois, confronter aussi vite et aussi souvent que possible l'incrément à ce qui allait vraiment se passer, donc à savoir les conditions de course. Voilà pour le product backlog. Et je dois dire, ça a été assez efficace. Et une fois que mon product backlog était terminé, puis une fois qu'on avait planifié ce qu'on allait faire pendant l'itération, le sprint démarrait. Et pour moi, là, c'était aussi important de conserver un des éléments qui était à quel point ce que je fais est transparent auprès du PO, en l'occurrence de mon coach. Et tout simplement, vous le savez très bien, on demande à une équipe Scrum, une fois que le sprint est démarré, d'avoir un sprint backlog et puis d'avoir un découpage en tâches. Et moi, je voyais de la valeur en fait à ça, pour éviter simplement l'effet tunnel de on se revoit dans 1 mois à présent, et puis entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'était compliqué pour mon coach de le savoir. Donc je lui rendais explicite, je faisais mon découpage en tâches, sauf qu'au lieu d'avoir mise en place d'un back-end, etc., pour moi, mes tâches, en fait, c'était juste mes sessions de course. Et au fur et à mesure du sprint,
eh ben, je rendrais explicite auprès du PO, en l'occurrence mon coach, de où j'en étais. Le but étant encore une fois qu'à tout moment, en fonction de l'avancée, on se rende compte si l'objectif qu'on s'était donné était pertinent ou si, étant donné mon état physique, étant donné le peu de temps que j'avais pu allouer ou des problèmes, ça avait plus de sens de se réadapter et réajuster ce qu'on avait prévu initialement. Ça fonctionnait pas mal. Si on en revient, j'avais aussi l'intention de lui proposer un daily. Puis, étant donné qu'il est père de famille, il m'a gentiment fait comprendre que non, ça allait pas marcher. Donc on s'est mis en place un système de weekly. Chaque semaine, on faisait un point sur où j'en étais, ce que je pensais faire pour la suite, et est-ce que j'avais des problèmes. Rien de révolutionnaire, mais le parallèle, il était important pour moi, c'est que c'est quelque chose de suffisamment complexe, exigeant, prenant, et physiquement et mentalement, ce qui fait que ces points de synchronisation, pour moi, ils avaient énormément de valeur dans la mesure où ils m'assuraient que c'était juste ce qui se passait. Parfois, quand on rentre, j'avais des sessions, par exemple, des week-ends, ce qu'il appelait des week-end chocs. Rien que de les mentionner, là, ça me... Hop. Les week-end chocs, en général, c'était un truc genre 60 km le samedi, puis 80 le dimanche. Donc quand on sort d'un week-end choc, le corps a pris vraiment, vraiment lourd, hein, et c'était précieux pour moi d'avoir son point à ce moment-là en lui disant bah, « écoute, voilà ce que je ressens et j'ai juste peur, vu la semaine qui m'attend encore là, où il y avait encore de la charge, j'ai juste peur de me blesser. » Et pour moi, c'était hyper important à ces moments-ci d'avoir son avis en lui disant « ça me paraît normal et c'est exactement ce qu'on veut travailler. C'est ta capacité à avoir des efforts enchaînés en fait. » Donc vraiment, ces weekly-là, ils avaient énormément de valeur pour moi. Et à chaque fin de sprint, on fonctionnait avec une revue. Donc j'avoue, on a pas mal discuté, je lui ai expliqué ce qu'était à la base, ce que pouvait être une revue dans le cadre du développement logiciel, puis on a réfléchi à quoi ça pourrait ressembler dans ce cadre-ci. Et on s'est mis d'accord, on a trouvé quelque chose qui fonctionnait plutôt pas mal et qui a été assez aidant pour moi. On a défini un parcours de référence, toujours le même, dans une montagne à côté de chez moi, à côté de Genève. Là. Et le but étant de, chaque mois, tester ce qu'on avait travaillé sur ce même parcours et voir comment mon corps, le chrono, se comportait en fait, et voir s'il y avait des améliorations. Encore une fois, les revues, elles avaient toujours lieu, matériel équivalent, etc. Le but étant de valider comment l'incrément évoluait avec les nouvelles features qui avaient été faites durant le sprint. C'était assez plaisant pour moi, enfin c'était assez, pas plaisant je dirais plutôt, j'avais l'impression d'avancer en fait. Parce que je pouvais voir à intervalles réguliers, ne serait-ce qu'à mon chrono, au fur et à mesure, vraiment les temps s'amélioraient, et puis mes sensations aussi devenaient bien meilleures. Au début, faire 4 heures avec beaucoup de dénivelé, dans les tout débuts de la prépa, c'était vraiment quelque chose qui était compliqué pour moi. Et au fur et à mesure, ça devenait vraiment, je ne vais pas dire simple, mais c'était beaucoup plus fluide, en fait. Donc il y avait vraiment cette approche itérative incrémentale que je ressentais vraiment dans le cadre de cette préparation. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, là, je vous l'ai dit, il y avait ce besoin de s'adapter qui était très fort. Et pour moi, il me fallait un temps qui rende possible cette adaptation-là. Donc on a fait des rétros, en fait, avec mon coach. À chaque fin de sprint, on prenait 1 heure et demie au téléphone. Le but étant tout simplement, sur quoi ça a super bien fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne hyper bien pour moi en termes de méthode, ou même physiquement, ou quelles sont les choses qui ont été plus difficiles, à la fois physiquement et en termes d'organisation. Ça a permis de rendre explicite beaucoup de points. Par exemple, quand mon coach me demandait pour la sortie de demain, ça va être juste 15 km allure footing, moi j'avais l'impression qu'à 12 à l'heure, c'était déjà une bonne allure footing, et pas pour lui. Donc ça a permis d'avoir ces conversations-là, en fait, de juste à quel point on était alignés sur ce qu'il fallait faire. Et puis ça a amené, par exemple, des sortes de pair running. Quand on voyait qu'il me demandait des exercices, par exemple, du fractionné en côte, et que c'était pas explicite pour moi ce qu'il fallait faire, il m'a dit monte à Paris, puis je vais te montrer ce que c'est. Donc je suis monté, j'ai compris, je suis revenu. Mais bref, ça avait vraiment cette valeur-là, en fait, de s'accorder des points sur comment on fonctionne tous les deux et comment on peut comment ça peut aller encore mieux dans l'optique d'être prêt dans 2 ans. Donc voilà, en gros, c'est ce qui a rythmé ma préparation pendant 18 à 24 mois. Et après 24 mois, on en arrive à devoir courir. Et puis là, je veux dire, c'est assez similaire à ce qui se passe quand sur un gros projet, il y a une équipe qui a travaillé pendant très longtemps et puis qu'on est sur le point d'aller en prod. Là, il y a toujours ce petit moment où on se dit, est-ce qu'on est vraiment prêt? C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé pour moi là. Juste pour vous remettre un petit peu de contexte,
voilà pourquoi je partais. Et à ce moment-ci, ça c'était la veille, et ça c'était le matin. J'étais d'une sérénité incroyable. Non, pas du tout. C'était assez particulier comme moment. Et de même que pour la préparation, courir 330 km en soi, ça s'assimilait aussi pour moi à un projet complexe. Et on s'est beaucoup posé la question avec mon coach de comment on appréhende ça. Et à ce moment-ci, il y avait deux approches. Soit je considérais qu'il y avait déjà beaucoup de personnes, un nombre conséquent de personnes qui avaient déjà fait ça, et qui avaient écrit des bouquins dont je pouvais m'inspirer. Donc j'ai eu ce besoin au début là, de m'imprégner de tout ça. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai regardé des retours d'expérience de ces gens-là. Assez vite pour me rendre compte qu'en fait, ça m'amenait beaucoup plus de stress qu'autre chose. Ce qui était assez limpide pour moi, c'était l'évidence que si je planifiais quelque chose, j'avais qu'une seule certitude, c'est qu'au bout de 10 km, probablement mon plan allait être faux. Sur 6 jours et demi, arriver à prévoir les moments où j'allais avoir besoin de dormir, les conditions météo, la faim, la fatigue, si mon matériel me lâche, c'était juste impossible en fait de prévoir. Et la certitude qu'on avait aussi, c'était que si je me voyais sortir du plan qu'on avait prévu, ça allait générer une peur chez moi ou une envie de rattraper le temps, etc. Et c'est sûr que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que de même qu'on a sectionné 24 mois de préparation en itération, l'idée là, c'était de sectionner ces 330 km en itération. L'organisation avait prévu des ravitaillements tous les 20 km, je crois. L'idée, c'était qu'à chaque 20 km, je faisais juste un petit ping avec mon coach. Comment tu te sens ? Comment tu veux gérer la fois d'après ? Qu'est-ce qu'on doit adapter, etc. Et ce qui était vital pour moi, et avec le recul, je me suis rendu compte en discutant avec pas mal de personnes qui avaient abandonné, c'est que fonctionner sur un bloc de 330 km, c'est déjà, en fait, intellectuellement, c'est très compliqué à représenter, en fait, ce que ça veut dire un effort comme ça. Ce qui fait que si on arrive aux 60 km, au 60e ou même au 100e, et que par exemple, on s'est un petit peu tordu la cheville ou que notre ventre nous fait hyper mal, on a très mal au ventre, si on se projette dans l'idée, j'ai mal au ventre au 100e et il m'en reste 230, la question qui vient derrière, c'est comment on fait pour abandonner, en fait. Versus, si on se dit, ok, là, objectivement, je suis vraiment au fond du seau, mais je sais que dans 10 km, là, j'ai une base de vie, je vais me poser, je vais m'alimenter, et je vais appeler quelqu'un, je vais lui décrire ce que je ressens, là où j'en suis, et on va se mettre d'accord sur, ok, qu'est-ce qu'on doit adapter dans le but de assurer le reste de la course. Et vraiment, pour moi, ça a été quelque chose de salvateur. Et je pense aussi que le parallèle que je fais avec les projets en entreprise, c'est le fait de faire un plan, au début, amène beaucoup d'émotions et d'ego et d'attachement à ce plan. Ce qui fait que quand on sent qu'il va devoir bouger, notre intention première, c'est d'essayer de tout reprocesser ce qui reste dans le but de replanifier à nouveau. Et on le sait tous là, je veux dire, je prêche des convaincus, mais on sait tous que ça c'est un joli vœu pieux. Donc mon point, ça a été plutôt à quel point je donnais de l'espace à je change, je m'adapte. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour aller au bout. Donc, c'est ça qui a rythmé ma course. Et juste pour la petite anecdote, ça c'était sur l'aspect méthode. Donc je suis parti, et ça c'est moi au bout de 60 km, je crois, ou 80 km. Ça illustre à quel point, en fait, pour moi, ça n'avait pas de sens de faire un plan. C'était que j'étais parti pour ne pas dormir pendant 72 heures, à la base. Mais sans faire de plan, je m'étais quand même dit, si je peux ne pas dormir les deux premières nuits, c'est cool. Et ça, c'est après une nuit sans sommeil. Donc là, il y a une évidence absolue. Mon corps me rappelait que tu peux continuer si tu veux s'endormir, mais là, on va bientôt plus être copains. Plus, il y avait aussi des éléments qui fait qu'au bout de 150 km, pour ceux qui courent en montagne, le syndrome des essuie-glaces, à force d'avoir des chocs répétés en descente, en fait, on a les cuisses et les côtés des genoux là, qui chauffent très très fort. Ce qui fait qu'au bout de 150 km, descendre était devenu très compliqué. Donc j'avais les jambes de Robocop là. Et aussi les joies des ampoules qui apparaissent. Bref, tout ça pour dire que là, on parle juste d'une course, d'une personne pendant 330 km. Et tout ça, j'avais aucune capacité à le prévoir.
Ça m'amène juste à vouloir faire le parallèle sur des projets de développement logiciel qui sont autrement plus complexes, qui ont autrement plus de paramètres et qui embarquent autrement plus de gens au sein. À quoi ça sert de chercher à prévoir, en fait? Voilà, moi je suis reparti pas mal. Je réfléchissais pas mal à ça pendant les nuits où j'étais tout seul, là. Je me suis dit, mon Dieu, que j'ai bien fait de rien prévoir. Et d'un point de vue juste course, ce que ça peut donner, c'était une expérience assez chouette, en fait. L'intention qu'il y avait derrière, c'était, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais juste curieux de comment un corps humain peut se comporter après 6 jours. Sur la semaine, j'ai dormi 7 heures, en fait. Donc on est parti le dimanche à midi, et je suis arrivé le samedi à midi 13 heures, et j'ai dormi 6 heures en tout. Et c'était juste hyper enrichissant pour moi de voir à quel point mon corps a été capable de s'adapter assez vite. Clairement, les 48 premières heures, là, c'était l'enfer. Le temps que le corps, en fait, s'habitue à ce nouveau rythme, alimentation très succincte et répétée, très peu de sommeil. Ce qui fait qu'au bout de 48 heures, j'avais beaucoup d'hallucinations, parce que j'avais pas dormi. J'ai vraiment des flashs qui me reviennent, à quel point parfois, quand je reprenais connaissance, j'étais genre à 10 mètres du sentier, et j'avais juste pas vu que je commençais à dériver. Ou juste la sensation de mettre un album dans mes écouteurs, et la fois d'après où je me suis dit « Ah tiens, j'écoute de la musique », l'album était fini. C'est vraiment des moments qui sont assez particuliers, où là, l'esprit et le corps sont juste plus là. On est juste en train d'avancer mécaniquement. Et assez vite, en fait, après cela, le corps a cette faculté incroyable, et moi, ça a été l'apprentissage, à s'adapter à ce qui lui arrive. Et vraiment, les limites que j'ai pu constater, ce sont celles que moi, je me fixe. Mon corps était capable d'encaisser encore bien plus. C'est vraiment notre cerveau, là, qui va plutôt nous dire ça commence à devenir dangereux, ou t'es vraiment trop fatigué. Le corps est capable d'encaisser beaucoup plus. Toujours est-il que c'était quand même assez compliqué. Il y a eu des températures, on avait genre 30 degrés en journée, et moins 20 la nuit. Donc je vous prie de croire que quand on est épuisé et qu'on s'arrête à 3000 mètres d'altitude juste pour prendre quelque chose de chaud, qu'il est 3 heures du matin, puis qu'on a un lit qui nous tend les bras là, mais qu'on sait qu'on est juste sur les barrières horaires, donc on va devoir repartir, et qu'on rouvre la porte et qu'on a déjà froid à l'intérieur, et qu'il fait 30 degrés de moins dehors, et qu'il pleut, et qu'il fait nuit noire, et qu'on est tout seul. Ouais. J'ai eu des moments plus chouettes. Et en même temps, c'est ça que j'allais chercher. C'était vraiment le besoin qui était aussi sous-jacent à ça, c'est, pour moi, il y avait ce sentiment que dans les vies qu'on a la chance de vivre, le sentiment d'insécurité, il est finalement assez peu présent. Et j'étais juste curieux de goûter à quoi ça peut ressembler, de juste me dire, là, si je m'endormais là maintenant, là, ce serait pas forcément une super idée. Et ce sentiment-là, de continuer à avancer, sinon ça pourrait être compliqué, c'est quelque chose que je suis content d'avoir connu une fois. Voilà, je dis pas que je ferai ça toutes les semaines, objectivement non, mais c'était cool de vivre ça encore juste une fois. Et puis il y a un point que je voudrais aussi rendre explicite, c'est en fait ce qui est apparu assez vite pour moi, c'est que tout seul, je donnais mes chances de réussite à 0. J'ai eu la chance, en fait, parce que dans les montagnes, on peut vraiment vite se sentir tout seul. Quand il n'y a personne à l'horizon, qu'on voit aucune frontale, qu'on est à 3000 mètres, qu'il pleut, et qu'on est comme ça, frigorifié, là, j'étais juste content, en fait, d'avoir un téléphone, et puis de pouvoir appeler mon coach, ma femme, ma famille. Et ça m'a amené aussi, la question qui a amené là, c'est, quand on démarre un projet complexe, est-ce qu'on fait l'effort d'identifier, en fait, les gens qui pourront nous venir en aide au moment où ça va effectivement devenir complexe? Et je me suis rendu compte qu'en entreprise, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait rarement, ou en tout cas que j'avais jamais challengé chez mes clients. C'est, OK, on sait tous que cette migration-là, elle va être compliquée. Quelles sont les personnes vers qui on peut se retourner quand l'équipe va dire, objectivement, là, on galère, c'est compliqué. Et pour moi, c'est un exercice qui a eu de la valeur, en fait, de me dire, OK, je savais qu'en tout temps, ma femme, si je l'appelais à 3 heures du matin, parce que là, objectivement, c'était dur, c'était précieux pour moi. Je l'ai pas souvent fait, mais c'était juste précieux de savoir que c'était possible, en fait. Donc, je trouve que la notion de travail en équipe, là, elle prenait tout son sens à partir de ça. Ouais, c'était cool. Et je me permets juste de vous partager à quoi ça ressemble. Enfin, c'était un moment précieux pour moi. Ça dure 1 minute. Et c'est quand même assez cool. Après 146 heures, et puis 24 mois de préparation,
c'est de là qu'on part. Et puis quand on part, on voit la ligne d'arrivée qui est juste à côté. Puis on sait que si on la revoit, c'est dans 6 jours au mieux. Donc j'avoue que c'est assez chouette quand on voit, quand on retourne à Courmayeur, là, 6 jours après, avec des straps de partout, 6 heures de sommeil, frigorifié, etc. C'est assez cool de passer cette ligne. Et puis c'est des moments précieux, en fait. Et le but là-dedans, c'est pas juste de dire ça pour dire ça, c'est à quel point, je pense, sans cette structuration d'entraînement et sans cette approche-là, probablement que j'aurais eu l'intention de vivre ça seul, en me disant, je pense que je suis sizé pour, et c'est sûr que j'aurais tapé un mur. Donc mon point, c'est à quel point la complexité des projets dans lesquels on veut s'engager, là, ça a de la valeur de juste prendre un peu de recul et se dire, quelle est la bonne manière pour moi de l'adresser ? Qu'est-ce qui est le plus adapté? Et puis, probablement que pour certaines personnes, ce que j'ai fait n'aurait juste eu aucun sens ou ça n'aurait pas été pertinent pour eux. Mais juste de savoir, OK, face à ça, comment je souhaite m'adapter, pour moi, c'est quelque chose qui a eu de l'importance. Et avec quoi on ressort de tout ça? Ou du moins, maintenant, cette course, elle a été il y a 1 an, jour pour jour. Puis ça fait quand même toujours un petit truc de revoir ces images-là. C'était assez chouette. Mais avec quoi on ressort 1 an après? Pour moi, c'est quelque chose avec lequel, avec mes collègues, on essaie de beaucoup réfléchir, c'est que l'agilité, selon moi, elle est puissante dans bien d'autres domaines que le développement logiciel et l'IT. Je pars du principe qu'à partir du moment où il y a longueur, où il y a complexité, où il y a beaucoup de paramètres, où il y a besoin de s'adapter, je trouve que simplement se poser la question, ça a du sens. Ce sera probablement pas toujours le cas, mais dans la plupart, j'ai une petite croyance que ça peut amener de la valeur. Et l'apprentissage aussi que je ressors là-dessus, pour moi, la clé, ça n'a pas été de la mécanique de Scrum, en fait. Ça a été plutôt comment je trouve les personnes qui me permettent de le vivre. Puis, c'est pas à vous non plus que je vais l'apprendre. Ça fait écho à l'un des thèmes du manifeste. Mais vraiment, pour moi, c'est face à la complexité. Vraiment, le cadre, ça porte bien son nom, c'est un cadre. Et comment les individus, comment je choisis et m'entoure des individus qui me permettent d'évoluer au mieux dans ce cadre. Voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et c'est un peu fleur bleue, mais objectivement, 24 mois avant, si on m'avait dit tu vas passer la ligne d'une course qui fait cette distance-là, assez peu optimiste et assez peu capable de projeter ce que je devais faire pour y arriver. Or, selon moi, la valeur, là, ça a été j'étais incapable de savoir ce que je devais faire à horizon 24 mois. Par contre, me projeter dans « Ok, tu vas devoir faire ça dans 1 mois », ça, c'était quelque chose qui était beaucoup plus palpable, compréhensible, atteignable pour moi. Donc, pour moi, le rêve, à horizon 24 mois, il était impossible. Par contre, une succession de 24 fois 1 mois, ça a rendu ce rêve possible. Puis, je voudrais juste poser ça là. Et puis, si ça peut être utile pour vous, tant mieux. Une autre chose aussi avec laquelle je ressors, c'est que je me suis juste dit, les valeurs agiles, ça ressemble à peu près à ça. Et à quel point il y avait une similitude avec l'effort que j'avais vécu. Et à quel point, pour moi, ça va vraiment dans le sens de c'est applicable dans bien d'autres domaines. C'est des valeurs qui sont assez universelles et qui peuvent être employées pour d'autres projets. Les citations aussi qui m'ont accompagné dans le cadre de ma préparation. La première, c'est un proverbe bouddhiste. La douleur, elle est inévitable et la souffrance, elle, est optionnelle. Pour moi, il y a une notion de cohérence dans l'engagement avec cette citation qui est que personne ne m'a forcé à prendre ce départ. Et puis, il y a beaucoup de projets dans lesquels on s'investit nous-mêmes en sachant qu'ils vont être complexes. Et une fois que la complexité arrive, on se dit « Putain, c'est complexe ». Bah oui, c'est exactement pour ça que tu l'as fait, en fait. Donc, pour moi, il y a une notion de savoir que ça va être complexe et accueillir ça. Et ensuite, il y a beaucoup de « Qu'est-ce que nous, on fait par rapport à ce ressenti de douleur ?» C'était quelque chose qui était intéressant pour moi. Et puis la deuxième, c'est une personne qui a fait quelque chose, quelques performances en course de montagne. Pour ceux qui connaissent, c'est Jornet, Kilian. Et le plus fort n'est pas celui qui arrive le premier, mais celui qui en profite le plus. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui symbolise et qui représente assez bien la course en montagne. À savoir que sur route, le ressenti que j'ai eu, c'est beaucoup quand même de à quel point je suis capable de gagner 2 minutes sur marathon. Et à quel point je veux laisser des gens derrière moi, je veux être dans le top 10%. Alors que là, sur ce type de course, objectivement, on est 500 au départ, 550, on est 160 à l'arrivée, et il y a 10 personnes parmi ces 160 qui, objectivement, peuvent assumer le fait de vouloir gagner la course. Le reste, on est juste en prix très fort pour espérer passer la ligne avant les 150 heures, en fait. Donc vraiment, pour moi, ça change complètement l'approche dans laquelle on démarre cette course-là. Il n'y a pas une notion du tout de à quel point je veux laisser des gens derrière moi, mais à quel point j'ai juste envie de passer la ligne, même si je suis le dernier. Et ça aurait été déjà trop cool. Donc voilà.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si certains parmi vous ont des questions, je serais ravi. En plus, il y a ce superbe catchbox. Ouais. Dans ton entraînement, tu t'es aussi entraîné à ne pas dormir ou c'était une surprise pour toi? Belle question. Puis ma femme, là, ça l'a fait sourire. Merci pour la question. Non, on s'est vraiment entraîné et j'appréhendais un peu ce moment. Puis alors, moi, je lui ai posé la question à mon coach, je lui ai dit, comment on valide ça? Comment on teste? Ça va venir, ne t'inquiète pas. Et puis un jour, j'ai vu dans le programme qu'il m'envoyait chaque mois, là, il m'a dit, bah, dans celui-là, il va y avoir. Et il y a eu plusieurs week-ends où la règle, c'était courir 60 km dans la journée, dormir, aller se coucher à 22 h, refaire sonner à 1 h du matin et repartir pour 60 km. Ne pas avoir le droit de dormir dans la journée et refaire ça la nuit d'après. Et là, ces nuits-là, j'ai dormi seul, par exemple. Madame m'a dit, bah, c'est adorable, mais tu vas dormir en bas. Donc voilà, c'était ça. Il y a eu beaucoup de fois où je suis allé courir de nuit, ouais. Donc j'avoue que, puis en plus, il m'a fait, évidemment, il l'a fait les jours où c'était pas beau. Donc les jours de novembre ou décembre, là, aller courir à 1 h du matin, quand il fait -5 et qu'il pleut, et que ça fait 2 heures qu'on dort, c'était un peu dur. Mais pour moi, c'était, encore une fois, le but là, c'est confronter à ce que j'allais réellement vivre. Et je trouve que ça a une valeur énorme parce qu'il y avait peu de découvertes. J'étais pas déboussolé. Alors, j'étais déboussolé par l'ampleur du manque de sommeil, mais j'étais pas habitué au fait de ne pas dormir. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Cool. Merci. Si tu y arrives. Ah bon? Cool. Je vais rester un petit peu sur le sommeil, puisque tu évoquais tout à l'heure la gestion de l'alimentation. Ouais. Je pense que la gestion du sommeil, c'est aussi un point clé. Je voulais savoir comment tu avais géré justement ça. Est-ce que tu dormais par tranche de 20 minutes? Est-ce que tu dormais plusieurs heures? Enfin, comment tu as géré ces 7 heures de sommeil? Merci pour la question. À vrai dire, moi, je me suis aussi bataillé beaucoup pour répondre. Il y a une notion de barrière horaire. On a 150 heures en tout, mais on est quand même tenu à différents passages de la course d'arriver avant une certaine heure. Et objectivement, j'étais pas méga large, si tu veux. Donc, ce qui mettait une pression supplémentaire, c'est que je savais que j'avais pas le luxe de faire une nuit de 8 heures. Objectivement, ça, je savais que j'ai oublié. Mon point, ça a été, moi, je suis incapable de dormir 20 minutes et de me dire, cool, ça m'a fait un bien fou, je repars. Je suis pas ce type de personne. J'adorerais, mais je le suis pas. Donc, j'ai plutôt fonctionné en tranche de 2 heures, beaucoup moins souvent. Et l'apprentissage, pour moi, la première a été atroce. Vraiment, quand ça a sonné là et qu'il a fallu repartir, genre, jamais je reste sous ma couette et je ne repars pas. Et par contre, j'ai été vraiment impressionné par la capacité avec laquelle mon corps a vite appréhendé le fait que ça allait être son nouveau mode de sommeil, en fait. Et à la fin, je ne veux pas dire que je me réveillais presque, mais quand mon père qui me suivait en assistance venait me taper sur l'épaule en me disant « ça fait 2 heures », ouais, je repartais. Donc j'ai fait 3 fois 2 heures, en fait. Non, plus 1 fois 1 heure, ouais. C'est comme ça que j'ai fonctionné pendant la semaine. J'ai encore une question. Tu n'es pas passé quand même directement d'une distance de 70 bornes à 330 bornes? D'accord. Ouais. Ok. Bah là, c'est pour pas faire un speech trop long, mais entre-temps, il y a eu un 160. Voilà. Ouais. Et merci de poser ça. C'est petit aparté. Pour moi, c'est vraiment le pendant pas cool de cette discipline qui devient de plus en plus à la mode. Et il y a une sorte de banalisation en fait des longs efforts. Qui amène énormément de blessures ou d'abandon. Donc pour moi, c'est vraiment important de mentionner que, ouais, objectivement, ça fait un peu plus de temps quand même que je m'entraîne et puis que je fais de la course de montagne et que passer de un marathon à ça, c'est juste une aberration, un non-sens. Donc merci. Ouais, je l'ai fait pour des raisons de temps, mais merci de me donner l'opportunité de le dire. Ouais. On va le faire en descente, ça va bien normalement. Ouais. Challenge. Bien joué. J'ai l'impression que dans ton récit, tu disais que tu voyais pas ton coach physiquement, en fait, enfin ton PO coach, tu le voyais pas physiquement, ouais. C'était que du col? Oui, c'est ça. En fait, il était à Paris et moi je vis à Genève.
Ok, et il n'y avait pas de... Enfin, ça marchait quand même, en fait. Ouais, on se voyait quand même de temps en temps. Ouais, parce que pour voir, il y a des choses à voir physiquement, quand ouais, même. c'est ça. Bah, il se trouve qu'à la base, c'était mon ostéo, en fait, cette personne. Donc aussi, j'avoue que c'était lui qui me soignait, parce qu'il avait une double casquette, il était hyper riche. Donc chaque fois que j'avais besoin d'un ostéo, je sais que j'allais chez lui. Je montais à Paris, puis on faisait ça. Et aussi, on avait ce besoin de... Moi, j'avais ce besoin de courir avec lui. C'est quelqu'un qui est très fort en trail. Et donc, j'ai fait beaucoup de sorties avec lui. J'ai pris très cher, mais c'était hyper formateur. Donc, mais dans l'ensemble, ça fonctionnait assez bien. Ça fonctionnait assez bien. Ok, super business model pour lui. Ouais, tu m'étonnes. J'avais une question sur la gestion des aléas, parce que sur 2 ans, tu as dû te blesser, ou tu as dû... Et comment, pour valider chaque sprint, comment ça se passait du coup? Ou alors comment on repriorisait à l'intérieur du sprint? Ouais, alors... Je sais pas si t'es blessé, je sais pas, tu te fais mal au mollet ou quoi. Ouais. Non, et écoute, je pense que mon coach devait être assez bon, puis me connaître suffisamment pour me pousser ce qu'il fallait pour pouvoir travailler, et pas trop pour ne pas me blesser. Ce qui fait qu'en 2 ans, j'ai jamais été blessé. Jamais au point de me dire, bah là, objectivement, à horizon 1 mois, je pourrais plus. Donc les aléas, je dois dire que je les ai dealés assez sereinement. J'ai pas eu de gros pépins. C'était plutôt, bah écoute, je pars 2 semaines en vacances avec madame, là, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de course à pied, ou très peu. C'était plutôt ce genre d'aléas qui sont finalement assez simples. J'ai pas eu de gros pépins à gérer. Ouais. La cloche a sonné. Ceux qui ont envie de partir et de se dégourdir ou d'aller courir, sentez-vous hyper libre. Ouais, donc une question. Au moment de partir pour la course, sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de confiance pour te dire je vais la finir, c'est quoi à ce moment-là? Et puis qu'est-ce qui fait que tu es à ce niveau-là? C'est une chouette question. Je me rappelle avoir la conversation avec ma femme la veille, juste avant ma dernière nuit, qui allait être la dernière pendant un petit moment. Et je me suis dit que j'estimais que j'avais pas plus de 30% de chance de terminer ça. Je me donnais, ouais. Et qu'est-ce qui faisait que tu estimais que tu avais déjà 30% de chance? Je pense qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas... je pense qu'il y a une partie de moi qui assumait pas à quel point j'étais prêt. Si tu veux, c'est un peu une course, moi. Au moment où j'ai commencé le trail, je me suis dit, les mecs qui finissent ça... Même en reparlant là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Il y a une notion de cette distance-là, elle me paraissait trop grande. Et puis j'avais un profond respect pour les gens qui arrivaient à finir ça. Donc j'avais du mal à me projeter en disant, bah, objectivement, dans 6 jours, je peux la finir. C'était plutôt ça, en fait. Ouais, un manque de clairvoyance sur là où j'en étais vraiment, en fait. Avec le recul, je me dis que j'étais capable, en fait. Merci à toi. Merci beaucoup.